Bienvenue, je suis Michel Mise, rédacteur en chef du magazine Archimag, avec un micro qui fait des caprices. Archimag qui est disponible gratuitement si vous voulez à l'entrée du salon, et on a aussi un stand un petit peu plus loin. Vous êtes bien sûr les bienvenus. Donc on est ici une heure ensemble pour parler de zéro papier vers l'ultime dématérialisation. Alors zéro papier, j'ai un peu de recul sur Documation puisque je dois en être à mon 20 ou 21e Documation à peu près déjà. Et je me dis, j'ai essayé de réfléchir, zéro papier, est-ce qu'il y a eu une Documation consacrée au zéro papier? En fait, je pense que non, finalement. Il y a eu des différentes modes, différentes tendances épisodiquement. Il y a eu une période GED et Flow, par exemple. Il y a eu une période orientée intranet, gestion de contenu. Je change de micro. Voilà, oui, ça marche. Voilà, une période donc intranet, gestion de contenu, une période cloud, et puis le zéro papier, ben non, il n'a pas eu vraiment sa période. Et pourtant je pense que le zéro papier, même si c'est pas un buzzword, il a transparu un petit peu tout au fil de ces différentes documentations. Et d'ailleurs, je pense que chacun se dit, bah oui, si le papier, si on pouvait s'en passer, ça marcherait quand même mieux, parce que petit à petit, quand même, on commence à reconnaître les avantages du digital. On a accès à tout en tout lieu, à tout moment, de façon pratique, sur n'importe quel écran. On versionne comme on veut, on travaille tout seul ou en collaboratif, donc c'est vraiment idéal. Et c'est en fait aussi de plus en plus encadré et de plus en plus permis. Donc allons-y. Depuis la loi de 2000 qui a porté adaptation des droits de la preuve, les portes législatives et réglementaires se sont de plus en plus ouvertes de ce côté-là. Donc voilà, on peut de plus en plus y aller. Et finalement, le zéro papier, c'est peut-être ce qui triomphe petit à petit au fil de ces éditions de Documation. Et donc oui, la loi nous donne d'une certaine façon la théorie. On a aussi les normes qui, de leur côté, nous donnent de la pratique. Voilà, c'est ce dont on va parler ce matin, pour voir un petit peu comment on peut naviguer dans cet univers zéro papier totalement dématérialisé. Et donc, je vais vous présenter les différents intervenants. Alors, il y a Poliana Bigle, qui est avocate à la Cour et directrice du département sécurité numérique chez Alain Bensoussan, avocat Lexing. Émilie Angaramo, qui est responsable du service conseil chez Everial. Alain Borghesi, qui est vice-président FNTC et PDG de Security.com. Et Christian Dubourg, membre de eFutura, directeur marketing produit chez Spark Archive Clé Group. Voilà, donc une heure ensemble. On va commencer par une partie législative pour un petit peu rafraîchir les mémoires et mettre les choses au point avec Poliana Bigle. Et ensuite, on va adopter un mode un peu table ronde où on abordera différentes questions. Voilà, et donc je vais laisser la parole à Poliana Bigle. Bonjour à tous. Pardon, c'est que j'avais quelques slides à prévoir et à vous projeter. Donc, c'est pas non plus un cours magistral. Je veux juste vous rappeler un peu le cadre du zéro papier, de la dématérialisation. Alors, est-ce qu'on peut véritablement aller vers le zéro papier? Je vous maintiens pas en haleine. Oui. Et moi, juriste, avocat, je vous dis oui, on peut y aller. Alors, on va voir comment. Eh bien, on va voir que tout peut être dématérialisé. On a des textes de droit commun, on a des textes spécifiques, et on verra qu'il y a bien sûr des impacts. Mais aujourd'hui, la question, c'est plus de savoir si on peut aller vers le zéro papier, c'est de savoir comment y aller. Alors, quand je vous dis tout peut être dématérialisé, on a au moins 3 types de textes qui nous permettent de dématérialiser le papier. D'abord, j'ai la notion, et Michel l'a rappelé, depuis 2000, l'an 2000, on a la notion dans le Code civil d'écrit électronique. Et l'écrit électronique a la même force probante, mais ça on le répète à Documation depuis un certain nombre d'années, a la même force probante que l'écrit sur support papier. Alors bien sûr, il faut mettre en œuvre un certain nombre d'exigences. Il faut qu'il y ait une garantie d'intégrité du document. Il faut qu'il y ait une garantie d'origine du document, parce qu'il faut être sûr que le document provient bien de la bonne personne et qu'il n'ait pas été falsifié.
Alors ça, c'est premier élément. Deuxième élément, on a dans certains textes la notion de support durable. Souvent dans le code de la consommation, dans le code monétaire et financier, le professionnel doit remettre à son client un certain nombre d'informations et on lui demande de le remettre traditionnellement sur support papier et maintenant sur support durable, c'est-à-dire que le professionnel a le choix. Alors, qu'est-ce qu'un support durable? On n'a pas parlé d'électronique, mais en fait, ça veut dire la même chose. En tout cas, on peut prévoir le support durable sur, en format électronique. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est un instrument qui permet de stocker des informations qui sont adressées personnellement à une personne afin de pouvoir s'y reporter ultérieurement pendant un laps de temps adapté aux fins auxquelles les informations sont destinées et qui permet une reproduction à l'identique. Donc, grosso modo, le support durable, c'est un format électronique qui doit permettre à un consommateur de se reporter pendant une durée suffisamment longue sur le document. Il doit pouvoir reproduire le document, les informations, donc ça veut dire qu'il faut lui prévoir la fonction de reproduction. Et ce n'est pas simplement de la visibilité ou du scroll, donc il faut vraiment lui prévoir ça. Et bien sûr, il faut une garantie d'intégrité du document. Alors, la jurisprudence traditionnelle en France et en Europe a considéré que l'espace client d'un site web n'était pas un support durable. Mais c'est en phase de changer, c'est-à-dire qu'il y a une dernière jurisprudence, début de l'année dernière, de la Commission européenne, de la Cour de justice de l'Union européenne, qui nous a dit oui, on peut utiliser quand même l'espace client d'un site web à condition que vous informiez les clients dès qu'il y a un document qui est à leur disposition dans l'espace client. Et il va falloir que vous lui mainteniez un accès suffisamment longtemps. Et depuis lors, on a eu une ordonnance qui est passée fin d'année dernière et qui a été ratifiée en matière de prêt immobilier, de contrat d'assurance en ligne. On peut prévoir l'espace client qui est dit sécurisé, mais à ce moment-là, le professionnel doit maintenir cet espace client pendant une durée de 5 ans. Voilà, donc pour cette notion de support durable. Au-delà de ça, au niveau européen, on n'a pas la notion d'écrit électronique, on a la notion de document électronique. Alors là, c'est beaucoup plus large, puisque ça prend en compte tout contenu conservé sous forme électronique, un texte, un enregistrement sonore, visuel ou audiovisuel. Donc le document, en fait, est protéiforme, c'est plus simplement un document littéraire. Et très intéressant, c'est qu'avec notre règlement européen, qui n'est pas le RGPD, mais notre règlement IDAS, pour nous, un magistrat, une partie, une administration ne peut pas refuser un document au seul motif qu'il est électronique. Donc, qu'est-ce que vous voulez de plus? On peut y aller, on peut donc faire de la dématérialisation. J'entends qu'en pratique, d'imposer de l'électronique à une administration qui n'est pas habituée à recevoir l'électronique, ça va être un petit peu compliqué. Mais enfin, légalement, on peut le faire. Alors, l'actualité, elle est florissante, c'est-à-dire qu'on n'arrête pas d'avoir des textes qui confirment le droit commun et qui confirment donc qu'on peut faire de l'électronique. On a un texte fondamental qui est dans le Code civil une modification du droit de la copie et qui a intégré le droit à la numérisation dans le Code civil. C'est l'article 1379. À cela s'ajoute un décret d'application pour aller voir comment on doit faire la numérisation pour avoir des copies qui sont dites fiables et qui vont être opposables au juge, opposable aux parties comme un original, c'est-à-dire qu'on va considérer que la numérisation fiable, c'est égal à l'original papier. Pour ce faire, on a également une norme dont on parlera sans doute après, la norme NF Z42026, qui explique très précisément comment on fait de la numérisation.
Donc, à titre d'information, je vous livre aussi. On a, c'est pas une nouveauté parce que ça existe depuis 2011, le recommandé électronique, mais qui est passé du Code civil au Code des communications, des postes et communications électroniques. Donc, c'était l'endroit où il fallait qu'il soit. Et donc, ça s'est aligné sur notre règlement IDAS au niveau européen. On a une nouveauté aussi dans notre droit, c'est le coffre-fort numérique, intégré à l'article L137 du Code des postes et communications électroniques. Donc, on a vraiment un statut spécifique sur le coffre-fort numérique ou électronique. Au niveau de la signature électronique, on la connaissait depuis 2000. Il y a eu notre règlement européen et on n'avait pas les mêmes termes pour des niveaux de sécurité de la signature électronique. Maintenant, le Code civil a aligné, donc on est tous pareils, c'est-à-dire en France et en Europe, ce sont les mêmes types de niveaux. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail, il y a quelques subtilités, mais en tout cas, on parle des mêmes termes, des mêmes mots. Il y a de la signature simple, de la signature avancée et de la signature qualifiée, et c'est tout. Vous n'aurez plus d'autres termes qui viendraient vous perturber. Dans l'administration publique, on a une codification d'une ordonnance qui date quand même de 2005, qui est le nouveau code des relations entre le public et les usagers. Donc il y a une codification des relations électroniques entre une administration et les usagers, les citoyens. Et donc on explique comment les communications électroniques se font. Voilà, quand il y a une demande d'un usager, il peut envoyer un mail. On explique comment il faut faire pour lui accuser réception. Ça fait partir des délais. On explique comment on fait de la signature électronique d'actes administratifs. Voilà, donc si vous êtes dans ce secteur, allez regarder plutôt ce code qui est très précieux, qui parle aussi d'open data, puisque c'est aussi un des sujets annexes de la dématérialisation. Au niveau des factures, on n'a pas eu une très très grosse modification, sauf tout de même un arrêté en mars 2017, donc de l'année dernière, dont vous avez dû, je pense, entendre parler, puisque c'était déjà au moment de documentation l'année dernière, et donc sur la possibilité de numériser des factures papier, de les conserver comme telles et de les produire en cas de contrôle fiscal. Sachant que l'administration ne va plus vouloir de papier. Et donc ça, c'est quand même une très très bonne nouvelle, en tout cas en cas de contrôle fiscal. Les bulletins de paye. Alors, les bulletins de paye, la nouveauté avec la loi travail, on en a peut-être parlé aussi l'année dernière, c'est la possibilité pour l'employeur de décider de faire des bulletins de paye électroniques et sans avoir à recueillir le consentement de chacun de ses salariés individuellement. La contrepartie, c'est que si des salariés ne veulent pas le bulletin de paye électronique, eh bien, ils doivent le signaler, ils peuvent le signaler, et à ce moment-là, l'employeur sera obligé de continuer à lui remettre du papier. Mais dans ce sens-là, il y a un taux d'adhésion qui apparemment est meilleur, puisque c'est quand même plus difficile d'aller s'opposer à l'employeur une fois qu'on déploie les bulletins de paye sans avis. Sachant quand même que ce droit au retour au papier, pour ceux qui seraient stressés, il peut se faire à tout moment aussi. Donc, ça peut être fait, on peut tester pendant 1 mois ou 2 et puis revenir au papier. Dans le secteur assurance, je l'avais un peu annoncé, assurance, consommation, banque et finance. On a eu une ordonnance fin d'année dernière qui porte sur la dématérialisation dans ce secteur. Donc ça porte principalement des contrats d'assurance électronique, des contrats de crédit et des contrats de crédit en ligne, des contrats de crédit électroniques et la fourniture de produits financiers en ligne. Ça modifie quand même énormément le parcours du client. Il y a quand même, penchez-vous là-dessus parce que ça va être applicable au 1er avril 2018.
il va y avoir des obligations supplémentaires qui pèsent sur le professionnel, notamment des obligations de vérification de mail, vérification si le client est apte à recevoir et à échanger en mode électronique. J'avoue que c'est un peu complexe à faire, parce que jusqu'à maintenant, ça marchait très bien. En tout cas, les professionnels vont avoir cette obligation et ils vont devoir en faire la preuve à tout moment. Et en plus, ce qui est un petit peu pervers, c'est que le professionnel va devoir s'assurer tout au long de la vie d'un contrat avec son client que lui est toujours d'accord pour recevoir de l'électronique. Donc c'est quand même un changement assez important. Qu'est-ce que je peux dire ? Oui, on a eu quelques implémentations du règlement IDAS à propos de l'identification électronique. Et on est en attente dans le secteur immobilier d'une ordonnance qui devait venir. Mais alors maintenant, je ne sais pas du tout où ça en est. Dans le secteur de la santé, sachez qu'on a intégré tout un chapitre sur la gestion des documents sous forme électronique, des documents qui concernent la santé, des documents à caractère médicaux, que l'on peut faire de la signature électronique, et donc que l'on peut faire des échanges. Et donc ça, c'est prévu donc, dans les articles L111-25 à 31 du Code de la santé publique. Enfin, sur les marchés publics, c'est déjà prévu, on avait déjà prévu une dématérialisation, mais il y a un cran au-dessus qui arrive cette année sur la dématérialisation assez globale de la commande publique, avec des obligations qui vont peser sur les administrations. Alors ce petit panorama qui était quand même très très riche, et j'espère assez rapide, me permet de dire que les impacts du zéro papier, alors c'est vrai que le zéro papier, c'est encore un peu utopique dans le sens où d'être complètement sans papier, c'est compliqué sur une grosse organisation, mais ça devient de plus en plus ce qu'il va falloir avoir. C'est carrément un argument concurrentiel, c'est aussi une façon de ne pas se faire ubériser, de ne pas se faire avoir donc, par la concurrence qui, elle, met en avant ces aspects de zéro papier, aussi bien sur un côté environnemental que sur un aspect productivité et gestion documentaire. Notre défi quand même, c'est de ne pas oublier qu'on va avoir à gérer des preuves numériques. Donc ça veut dire qu'il faut bien se pencher sur la conservation des documents qui seront électroniques maintenant. Donc n'oublions pas, enfin on parle constamment d'archivage, mais c'est absolument nécessaire d'y penser et vraiment en amont, parce que sinon ça ne sert plus à rien de faire quelconque acte. Si vous faites un contrat avec de la signature électronique et que vous ne conservez rien ou très peu de choses et qui ne seront pas valables, c'est comme si vous n'aviez pas de dossier, vous n'avez plus de droit et vous ne pouvez pas faire valoir vos arguments. On n'oublierait pas non plus que lorsque l'on dématérialise des documents, eh bien, on a à gérer de plus en plus de traitements de données à caractère personnel qu'on n'avait pas à faire avant. Parce qu'avant, on était en papier. Maintenant, ça devient des traitements de données à caractère personnel, parce que la donnée personnelle, elle est partout. Donc, nom des parties, adresse email, voilà. Je ne vais pas rentrer dans le détail. Et enfin, n'oublions pas la gestion du changement. L'information des salariés est absolument essentielle et obligatoire. Donc, dès que vous changez le mode de travail et que vous introduisez une nouvelle techno dans les méthodes de travail avec les salariés, il faut qu'ils fassent l'objet d'une information des représentants du personnel et donc accompagner le changement, parce que honnêtement, si c'est pas accompagné, on n'adhérera pas. Mais ça, c'est pas le conseil de juriste. Voilà, je vous remercie. Si vous voulez, on va continuer le débat et puis on reposera des questions un peu plus globales après. Oui, on regardera les questions pour la fin, si vous voulez bien. Merci beaucoup, Poliana. Donc voilà, le cadre est donné en ce qui concerne le côté législatif et réglementaire. On va maintenant voir du côté des normes. Quand on parle de normes, de quoi parle-t-on ? Quel est le périmètre ? Quels sont les apports ?
Oui, monsieur, vous levez le doigt, mais s'il vous plaît, la question pour la fin. Merci. Donc, en ce qui concerne les normes, comment les situer précisément? C'est peut-être Christian Dubourg qui va d'abord répondre à cette question en nous mettant aussi au clair tous les cycles, Z42026, Z42013, Z42020. Oui, alors c'est très simple. 13 x 2 égale 26, moins 6 égale 20. Voilà, vous savez tout. Non, sérieusement, il y a bien longtemps que la normalisation a essayé de s'emparer du sujet que l'on est en train de traiter aujourd'hui, non pas pour définir un règlement, ce n'est pas l'objet de la normalisation, mais pour définir des bonnes pratiques qui peuvent justement accompagner l'ensemble des textes que l'on a vus juste avant. Et je pense qu'il faut, dès le départ, fixer le rôle de la normalisation. La normalisation n'a aucune obligation d'application dès lors qu'il y a un règlement qui ne la cite pas. En l'occurrence, on a cité des articles de loi et du Code civil. On a vu que dans ces articles-là, on parlait de numérisation, d'archivage, d'horodatage, d'empreinte. Enfin, on n'est pas rentré dans ce détail-là, mais si on prend l'article du Code civil, il y a 7 articles qui traitent de ça, au moins 6, disons. Et finalement, la normalisation, elle arrive avec une norme majeure en France en 1999, avec une première révision en 2001, puis en 2009. C'est la norme NFZ 42013, qui est en fait éditée par AFNOR Normalisation et qui est une norme consensuelle de l'ensemble des professionnels qui tournent autour du sujet de la conservation des contenus numériques. C'est son périmètre, c'est une norme de spécification d'un système informatique permettant de conserver des contenus numériques dans la durée en assurant l'intégrité et la pérennité. Et la sécurité, bien entendu, qui devient un problème majeur avec le du RGPD, même si ça l'était avant. Donc la norme 42013, elle s'adresse à tous, c'est-à-dire qu'elle s'adresse à la fois à vous qui devez conserver ces contenus numériques, et elle s'adresse également aux professionnels qui sont là pour conserver ces contenus numériques pour vous. Et vous pouvez également la prendre comme guide pratique pour la numérisation. Tout à l'heure, on a mentionné la numérisation avec la 42026, je reviendrai là-dessus. Mais dans la norme NFZ 42013, vous avez 3 chapitres qui traitent de la numérisation sous forme papier, sous forme microfilm, sous forme, je crois, audio également, et qui donnent des bonnes pratiques. Les bonnes pratiques, c'est comment est-ce que finalement je peux utiliser cette norme pour prendre un document papier, en faire un document numérique, et qu'est-ce que je dois faire autour de ça. Donc cette norme-là, elle commence à dater un peu. On est en train de travailler dessus actuellement pour essayer de lui donner une nouvelle mouture. C'est pas simple, il y a beaucoup de travail et c'est très long. Mais en gros, son point essentiel, c'est, au-delà de l'aspect organisationnel, c'est la journalisation. Il y a un point qui est très important, c'est que lorsque les textes en fait, réglementaires disent qu'on peut prendre un document papier et puis le transformer sous forme numérique, le texte aussi dit qu'il faut être capable d'abord de documenter le processus de numérisation et de conserver cette documentation aussi longtemps que l'on conserve le document numérique qui a été généré par ce processus. Donc on trouve en fait des points de réponse dans la norme 42013 qui permettent de mettre en place un système de conservation et de journaliser l'ensemble des éléments, non pas que les documents, parce que c'est qu'une infime partie, mais toute l'information documentée qui est produite autour du document et qui doit être conservée et qui a aussi beaucoup de valeur, puisqu'en fait, il restitue le contexte de l'acte de numérisation au moment où il s'est produit. Alors c'est très technique, je passe dans les détails techniques de la 42013 et des journaux, mais simplement le concept, c'est de pouvoir être certain d'assurer l'intégrité des contenus dans le temps, de savoir exactement quand ces contenus ont été produits, donc c'est ce qu'on appelle l'horodatage, d'avoir une date fiable en fait associée au document. C'est une des métadonnées principales d'un document, sa date de production ou sa date de numérisation. C'est une autre date que la date du document, c'est la date de transformation du document. Évidemment, toute cette information se trouve dans des journaux. Ces journaux sont chaînés. C'est-à-dire que, si on fait simple, vous connaissez peut-être tous la blockchain, on en a parlé pendant des années. La blockchain, elle a été inventée en France. Oui, j'ai le regret de le dire, mais c'est le cas. Dans la norme NFZ 42013, qui en fait a déjà conceptualisé il y a bien longtemps, en 2009, les systèmes de chaînage, d'empreintes,
de journaux pour éviter qu'on puisse remplacer un contenu par un autre sans avoir à tout remplacer, ce qui est complètement impossible. Donc voilà, l'origine des concepts de chaînage, ils sont issus de la norme 42013 et on est assez fiers, Alain aussi est présent et a travaillé sur cette norme depuis plusieurs années, on est assez fiers de ça. Alors, pourquoi la 42026 ? Qu'est-ce que c'est que la 42026 ? C'est une norme qui a été voulue pour encadrer les prestations qui permettent de passer d'un document papier à un document numérique. Pourquoi ? Parce qu'en fait, vous pouvez avoir la liberté de produire vos documents numériques, prendre un stock de documents et les numériser en respectant les 6 articles en fait, majeurs si vous êtes dans le cadre du Code civil. Mais on a vu qu'il y avait des dérivés sur le Code de la santé, on a vu qu'il y avait beaucoup de dérivés partout. Mais ce qui est important, c'est que cette norme 42026, elle donne les règles de l'art entre un donneur d'ordre, c'est-à-dire celui qui possède les documents qu'il souhaite dématérialiser, et un opérateur, c'est-à-dire celui qui va procéder à l'opération de transformation du papier en numérique. Donc, pour ça, il faut qu'il y ait une visibilité franche et claire de responsabilité des différents acteurs. Celui qui donne l'ordre de numériser, il attend un résultat, et celui qui va produire ce résultat, il se doit de dire comment il va le produire et quels sont les éléments qu'il va devoir produire pour démontrer la qualité de son travail, puisque c'est essentiellement une norme qui tourne sur les processus de qualité de la numérisation que les prestataires vont pouvoir mettre en œuvre. Alors si je fais simple, vous numérisez vous-même, vous suivez le règlement adapté à la numérisation, vous utilisez la 42013, il y a tout ce qu'il faut. Mais vous avez des centaines de milliers de documents, vous voulez les rendre numériques pour en faciliter l'accès, pour plein de bonnes raisons. Et là, vous allez avoir besoin de passer par un prestataire, parce que ce n'est pas votre métier de numériser. Donc vous allez passer par un prestataire, et là, vous allez pouvoir utiliser la 42026, et plus exactement, vous allez pouvoir demander au prestataire de suivre cette norme, parce que vous savez ce qu'il y a dedans, et donc vous savez ce que le prestataire va produire comme travail et va produire comme justificatif. L'ensemble des documents numériques qui ont été produits dans cette norme 42026 vont ensuite être renvoyés au donneur d'ordre. Ce donneur d'ordre va les conserver, et pour les conserver, évidemment, il va les conserver dans son système d'archivage électronique, conforme 42013, on va dire ça comme ça, de telle manière à ce qu'il puisse les préserver, pas uniquement les documents, mais l'ensemble des éléments de preuve produits par le prestataire qui a co-signé une convention de numérisation, qui peut fournir des attestations de copies fidèles. Enfin, il y a tout un tas de documents qui tournent dans cette norme-là, qui sont expliqués dans cette norme. Et donc, finalement, les documents vont être renvoyés au donneur d'ordre qui va pouvoir les stocker chez lui ou chez un tiers archiveur. L'opérateur, lui aussi, va devoir stocker un certain nombre de contenus numériques pendant que le donneur d'ordre va valider ces contenus. Pour ça, le prestataire va pouvoir s'associer à une autre norme qu'on n'a pas encore citée, qui est la norme NFZ 42020. C'est une norme qui a pour objectif d'expliquer comment est-ce qu'il est possible de prendre des contenus numériques produits, nativement produits numériquement ou dématérialisés par un processus de numérisation 42026, et comment est-ce que finalement on peut prendre ces contenus et les stocker en s'assurant que rien ne va leur arriver le temps qu'ils seront stockés. Et là, on est dans le coffre-fort électronique et qui est régi en fait au niveau de sa spécificité par la norme NFZ 42020. Donc on peut évidemment utiliser un coffre-fort pour sécuriser. Le coffre-fort, c'est vraiment la notion de sécurité qui est importante dedans. Pour sécuriser en fait les actifs numériques produits par l'opérateur, le temps que le donneur d'ordre qui lui vérifie le travail qui a été produit, s'assure que la production est fidèle à son attente et surtout à la convention de numérisation et aux différents éléments qui ont été échangés entre lui et son prestataire. Et donc finalement, cet ensemble normatif qui a été construit de fil en aiguille par la 42013, puis la 42026, enfin puis la 42020 pardon, et la 42026, permettent de répondre assez facilement aux différents règlements qui ont été produits antérieurement pour certains et postérieurement pour d'autres, et permettent d'apporter les solutions techniques que les règlements demandent. Quand un règlement dit vous devez horodater vos documents, ben voilà, on prend en fait la norme 42013, on prend le chapitre horodatage, on voit ce que ça veut dire.
ou côté prestataire de service, on sait que l'horodatage est une opération à faire au niveau de la numérisation pour produire une date fiable et aussi on va l'utiliser. Et puis quand l'article 6 du Code civil dit à un moment donné qu'il faut préserver les contenus et assurer leur intégrité dans le temps, on prend la 42013 et cet outil-là va nous permettre de répondre à cet article-là. Donc voilà, rapidement, en fait, cet ensemble normatif permet de répondre aux problématiques exposées par les enjeux de la transition numérique et apporte des vraies réponses qui sont aussi des solutions par un ensemble d'acteurs du marché. Les acteurs, vous les connaissez, il y a les éditeurs qui proposent des solutions, il y a les tiers archiveurs qui proposent aussi des solutions, il y a en fait les consultants qui vous aident à trouver votre chemin dans cet espace juridique. Et évidemment, il y a les cabinets d'avocats qui vous aident à vérifier vos risques juridiques et les prestataires évidemment de numérisation qui vous aident à transformer en fait vos documents papier en documents numériques. Voilà cet écosystème qui se retrouve finalement dans le panel normatif avec les utilisateurs bien entendu qu'il ne faut pas oublier parce que ce sont les premiers consommateurs finalement de cet ensemble normatif. Et c'est vrai que parfois il est compliqué de comprendre ce panel de normes et j'espère que je vous ai aidé à mieux le comprendre aujourd'hui. On n'en doute pas, merci beaucoup. Et donc, on a la base, merci beaucoup. On a la base juridique, donc on voit un petit peu le paysage des normes qui permettent de compléter, de passer dans la pratique et de faire du business. Mais on parle aussi de certificats. Alors, comment situer les certificats dans ce paysage, Alain Borghesi? Je vais parler de certification parce qu'on risquerait de faire l'amalgame avec les certificats électroniques qui, à eux seuls, représentent une complexité qui pourrait permettre d'animer pas mal de conférences. Mais en 3 mots, la réglementation, c'est l'obligation. La norme, c'est le consensus. Et la certification, c'est la preuve. C'est la preuve que vous vous soumettez aux bonnes pratiques qui émanent des normes. Donc en fait, je crois que Michel a organisé les choses dans un sens assez logique par rapport au processus et aux pratiques de dématérialisation. Je pense tout à l'heure, vous saurez-vous le cas pratique. Donc, la certification, c'est la preuve de conformité aux bonnes pratiques qui sont édictées par les normes et qui, évidemment, ne peuvent déroger à la réglementation. Donc aujourd'hui, nous avons sur un marché qui commence à être mature après pratiquement 20 ans d'existence. Michel a rappelé. Nous parlons de zéro papier aujourd'hui, mais nous avons encore des papiers dans les mains. Michel le premier. Alors, Christian, lui, bon élève, et Poliana aussi d'ailleurs. Mais bon, moi personnellement, le zéro papier, je n'y crois pas, mais ce qui est important de remettre sur la table, c'est qu'effectivement l'évolution réglementaire fait que 20 ans après, ou quasiment 20 ans après la directive, on a eu des évolutions qui nous ont permis de faire clairement la distinction entre l'immatérialisation, je crée un original électronique et là, il n'y a pas de papier, je suis vraiment dans le monde de l'immatériel, et la dématérialisation qui nous permet de numériser du papier, la norme 42026 dont Christian a parlé, et pour arriver à un document électronique qui peut être présenté sous forme de preuve au même titre que le papier, à condition qu'il soit fiable. Donc toutes ces conditions font qu'on a besoin de ces normes et on a besoin des certifications. Pour faire simple, dans un jargon d'experts qui est pas forcément évident, parce qu'on parle de normes NF 42026, 42013, 42020, et puis il y a des certifications, notamment les certifications NF, qui s'appellent aussi NF avec un numéro derrière. Donc je vous avouerai qu'on a fait plus simple. Donc moi je pourrais, dans la suite logique de l'exposé de Christian, mes numéros à moi sont, alors il faut que je m'en rappelle, donc pour la 42026 c'est la NF 544 qui est un projet de certification en gestation, qui est relativement avancé. Donc le numéro en tout cas a été délivré par AFNOR Certification. La certification de la norme NFZ 42013, c'est la NF 461. Et la certification de la NF 42020, c'est la NF 203. Bon, on oublie ces chiffres. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est je me soumets aux obligations et aux bonnes pratiques
de ma norme NF ou de ma norme ISO, puisque nous avons porté quelques-unes de nos normes NF à ISO, notamment la 42013 à son équivalent à ISO, au niveau international, ISO 14641, encore un numéro. Et puis la 42020, si notre délégation française est soutenue par 4 autres pays, sera aussi portée à l'ISO. On n'a pas encore le numéro, il faudrait que l'ISO en décerne un. Mais en gros, retenez, à mon avis, 2 choses importantes. Vous avez des certifications de services et des certifications de produits. Donc les certifications de services vont attester qu'un opérateur, prestataire de services professionnels qui vend ses services, comme Everial, ou un service interne au sein d'une administration, au sein d'une entreprise privée, qui joue le rôle d'opérateur interne, va se conformer aux bonnes pratiques, qu'il s'agisse de bonnes pratiques de numérisation dont Christian a parlé, ou aux bonnes pratiques aux bonnes pratiques d'archivage. Ça, ce sont des normes, des certifications de type service. Je certifie des bonnes pratiques de service. Et puis, vous avez des certifications produits qui, elles, vont garantir qu'un produit a été conçu, donc un produit logiciel ou notre produit, dans le monde industriel, les exemples sont multiples, qu'un produit a été conçu conformément aux bonnes pratiques de la norme et évidemment conforme à la réglementation, ça c'est une évidence, c'est une obligation à respecter, pour être embarqué dans un service ou utilisé par un utilisateur final en direct. Donc dans les exemples que l'on a pris et pour poursuivre, donc la 544, ça sera une certification de service de numérisation conforme à la norme. Je m'embrouille dans les numéros. La 461, c'est une certification de service de bon archivage interne ou confié à un prestataire tiers archiveur. Et la 203, c'est plutôt la certification qu'un composant coffre-fort numérique qui peut être embarqué dans les services des autres périmètres dont je viens de parler est conforme à une norme qui décrit un produit et la façon dont il doit être conçu. Les avantages de la certification pour les personnes qui se soumettent à ces certifications, parce que c'est un investissement, et donc il faut avoir un retour sur cet investissement. Ce n'est pas par pur masochisme que l'on va se soumettre à l'audit de façon régulière, et puis c'est pas forcément, c'est pas gratuit, il faut le dire, c'est donc un investissement. Les acteurs certifiés peuvent en retirer un bénéfice. Donc là, je vais en citer 3 principalement. C'est donc une garantie d'amélioration de la qualité, parce qu'une base commune à toutes ces certifications, c'est de s'inscrire dans une logique d'amélioration continue de la qualité. Donc c'est aussi une différenciation marketing, évidemment, puisque une fois que l'on a obtenu ces certifications peuvent être arborées par les détenteurs. Donc les comités de marque, notamment à l'AFNOR, auxquels nous participons, veillent à la bonne utilisation. Il y a parfois des abus. Mais bon, c'est une différenciation marketing, ça c'est l'aspect qui est assez évident. Et puis c'est aussi une mutualisation des audits, parce qu'une fois que cet investissement est fait, vous pouvez le présenter à vos prospects ou clients ou à vos services maîtres d'ouvrage en leur disant j'ai déjà fait un audit, voilà le périmètre de l'audit, il est public, et donc ça vous permet d'éviter de refaire des audits à chaque fois que vous avez un appel d'offres ou des exigences d'un maître d'ouvrage. Donc voilà pour les éléments principaux liés à la certification. Merci. Merci beaucoup pour cet effort de pédagogie qui n'est pas évident, effectivement, pour se retrouver dans la jungle des numéros. On va passer à un autre étage qui va nous permettre de rentrer davantage dans le concret, avec du côté d'Emilia Ngamoro, un retour d'expérience. Donc, on l'a vu, le contexte juridique et réglementaire est donc propice et encourageant. On a des normes et des certifications qui vont donner les bonnes pratiques et qui vont permettre de mettre en œuvre cette démarche de zéro papier. Maintenant, dans les faits, comment on s'organise, qu'est-ce qu'il faut mettre en place dans l'entreprise. C'est vrai qu'on travaille sur support numérique au quotidien, donc on se dit la bascule du zéro papier au tout numérique devrait se faire naturellement, mais au final on se rend compte que ça ne fonctionne pas comme ça et que c'est une vraie démarche d'entreprise qu'il faut mettre en place, puisque selon la couverture qu'on veut avoir en termes
enfin pas de certification, mais de preuve du numérique, il faut positionner le curseur et mettre en place un projet en fonction de ses ambitions. Donc il faut définir une vraie stratégie d'entreprise avec des objectifs bien clairement définis en amont, qui vont être de différents ordres. C'est vrai que le tout numérique peut répondre à des stratégies différentes. On peut actionner sur plutôt du partage, de la circulation d'informations. Donc là, on aura besoin de mettre en œuvre des logiciels, des solutions qui vont être plus adaptées sur la circulation et du partage. Si par la suite, on échangeait jusqu'à maintenant, on veut mettre en place vraiment de la certification, de la fidélité, de la fiabilité, je ne reviens pas sur tous les vocabulaires, mais à différents niveaux, on va avoir besoin de mettre en place des solutions et des protocoles bien définis. Si on veut faire de l'économie du papier et donc de faire de la vraie destruction de papier, parce qu'on fait du tout numérique souvent en entreprise, on dit on a du zéro papier, mais oui, on a du zéro papier sur le bureau, on travaille sur du tout numérique, mais on a des stocks d'archives qui font des kilomètres et des kilomètres, et le papier portant la valeur d'original et donc la valeur probante, on a les stocks qui sont pleins. Donc selon ces objectifs-là, on va mettre en place un projet un peu différent, aussi en termes d'image, d'innovation. On veut aussi communiquer sur le tout numérique, on veut aussi avoir des démarches environnementales. Donc voilà, c'est vraiment déjà ce cadre-là qu'il faut définir. Et puis une fois qu'on a défini cette stratégie dématérialisation, il faut mettre en place une équipe projet au sein de l'entreprise qui va vraiment œuvrer pour mener au succès cette démarche de dématérialisation et surtout la pérenniser. Puisqu'on le disait, si on veut avoir une valeur de preuve sur les documents numériques, il faut savoir assurer la fidélité et la fiabilité. Et la fiabilité passe par aussi la conservation et la traçabilité. Donc mettre en place une équipe projet qui va couvrir ces différents métiers. C'est une démarche d'entreprise, tous les collaborateurs sont concernés, donc il faut avoir les parties prenantes, les pilotes. Bien souvent on travaille en binôme DSI, Records Manager et archiviste pour couvrir vraiment l'aspect technique, l'aspect flux et aussi l'expertise métier. Bien évidemment, il y a aussi le volet juridique qui est très très important, selon là où on veut positionner le curseur, selon la spécificité métier de l'entreprise aussi. On va être sur de la réglementation générale et de la réglementation sectorielle. Donc il faut vraiment avoir cette caution juridique pour pouvoir monter son projet. Et puis, bien évidemment, les ressources humaines. Poliana en parlait aussi à la fin de sa présentation. L'accompagnement au changement, c'est un facteur clé de succès. C'est les collaborateurs qui travaillent au quotidien, qui utilisent les documents. Donc il faut faire adhérer à ces nouvelles façons de travailler. Les habitudes ont la peau dure. Donc s'il n'y a pas un accompagnement et aussi une implication des différents métiers dans la démarche, ça va être très difficile de la pérenniser justement. Donc il y a aussi la qualité. On parlait de normes, de certification. Quand on a une démarche en tant que telle dans l'entreprise, il faut avoir ces services-là aussi dans la boucle. Et on parlait dans l'écosystème aussi des tiers archiveurs, des éditeurs logiciels, les sachants qui peuvent aussi accompagner l'entreprise dans la démarche. Toutes les entreprises, selon leur taille, n'ont pas forcément tous ces métiers de représenter. Donc c'est intéressant aussi de se faire accompagner par des externes. Et donc une fois que ce projet est monté et que, donc je ne vais pas rentrer dans le détail parce qu'on pourra en parler des heures, mais le dernier point important, l'accompagnement au changement, c'est pas qu'une formation à un logiciel ou à un process. Ce qu'il faut aussi bien intégrer, c'est le changement que ça va apporter dans les actions au quotidien pour les collaborateurs. Donc il y a une formation de logiciel, une formation au process qui est assez importante. Si on a fait adhérer, si on a fait participer les utilisateurs en amont, l'accompagnement au changement est quasi
quasi fait, ou du moins il est vraiment bien entamé. Et puis surtout, pensez aussi à la partie matérielle, parce qu'on change aussi les habitudes de travail et il faut avoir le matériel dédié, il faut un poste de travail qui permette aussi de travailler de façon dématérialisée avec des écrans double écran ou des écrans qui vont être partagés selon les différentes activités. Donc ça, c'est vraiment important. Et puis bien évidemment, pour pérenniser, une fois qu'on a dématérialisé un processus, il ne faut pas se dire, bon, bah, le projet est terminé, on arrête là, ça y est, c'est fait. Il faut aussi entretenir, il faut piloter, il faut auditer, contrôler, parce qu'il y a toujours de l'amélioration continue, la réglementation aussi évolue, on a des retours d'expérience, donc il faut adapter et puis écouter les utilisateurs et voir si vraiment le système mis en place fonctionne, parce que derrière, si on a vocation à mettre en place une chaîne probante, il faut forcément s'assurer de la bonne exécution du process. Très bien, merci beaucoup. Écoutez, place. Oui, merci. Merci pour. Place aux questions. Donc, on a la théorie, on a la pratique et on va rentrer dans les questions. Bonjour, ma question s'adresse à Monsieur Borghesi. Merci de votre effort d'explication par rapport au maquis des normes. Mais il me semble qu'il y a aussi le label. Et c'est quoi la différence avec la certification et le manuel? Merci. Je n'ai pas bien entendu, je reformule la question. Vous allez me dire, j'ai parlé de certification, mais quid des labels, c'est ça? Oui, voilà, tout à fait. D'accord. Alors, le principe général, c'est que celui qui prétend obtenir une certification ou un label se soumet à l'audit externe. Ça, c'est le principe général. Vous avez des labels qui sont des labels de bonne pratique sur des services très innovants. Notamment à la Fédération des tiers de confiance numérique, nous avons promu quelques labels un peu en avance de phase. Nous avons promu un label dans l'archivage électronique avant que la norme existe. Nous avons promu un label coffre-fort avant que la norme existe. Là, nous en avons un sur le vote électronique que nous avons promu avant que la CNIL délivre ses labels. Bon. Et donc, les principes sont les mêmes, mais c'est une autre marque. C'est une autre marque. Donc, vous avez soit des marques qui sont des marques très professionnels, comme ceux de la Fédération des tiers de confiance, soit des marques beaucoup plus larges, comme le label de la CNIL, par exemple, qui, lui, a une ambition plus nationale. Mais c'est le même principe. D'accord ? Les certifications dont nous avons choisi de parler aujourd'hui sont toutes dans le principe de la certification de conformité à une norme, et une norme française ou ISO. Donc, mais c'est le même principe, c'est exactement le même principe. Autre question ? J'ai peut-être une question. Je vais en profiter pour poser une question. On parle de zéro papier, de numérisation, mais quid des documents dont on a plus besoin quelque part? Les documents papier, est-ce qu'on peut les détruire? Comment c'est encadré la destruction? Est-ce qu'il y a des lois? Est-ce qu'il y a des normes? Est-ce qu'il y a des certificats, de la certification là-dessus? Moi, vous n'allez pas aimer ma réponse. On est là pour échanger. Écoutez, moi pour l'instant, mon point de vue est de dire qu'on ne peut pas, tant qu'on est dans le temps de la durée légale de conservation d'un document, on ne peut pas le détruire volontairement, même si on l'a numérisé. Exception faite pour le domaine de la facture, parce qu'il y a une exception qui est prévue par les textes. Autrement, je reste sur un principe donc de précaution à étudier les risques, puisque pour moi, on ne peut pas volontairement détruire un papier et se targuer d'avoir son double numérique, pour l'instant. Ben, je partage tout à fait cette opinion. Donc, tu vois, en fait, c'est tout à fait la réponse que j'aurais pu faire. C'est vrai que le domaine de la facture, la DGFiP a été plus loin pour des bonnes raisons. Hein. Déjà, la durée de conservation est relativement courte par rapport à d'autres typologies de documents.
Les échanges en fait, de factures sont de plus en plus dématérialisés. Donc on est dans un épiphénomène papier qui est en train de disparaître. On voit bien les efforts de l'État avec Chorus Pro que vous avez tous en tête. Et donc il y a encore des lois qui sont au-dessus de toute norme et de tout usage. Mais je pense aussi qu'il y a des coûts, parce que le papier, c'est un coût, et qu'il est facile quand même d'imaginer le gain de productivité qu'on peut avoir en supprimant le papier, dès lors qu'on maîtrise les risques associés à la suppression du papier. Et donc, je pense que la réponse, c'est analyser les risques avec les services juridiques qui seront toujours frileux, évidemment, puisque la loi est la loi. Mais vous avez le droit de prendre des risques si vous en assumez les conséquences pécuniaires. Et je pense que c'est dans cet état d'esprit qu'il faut se projeter dans la réponse à la question. Oui, je partage complètement cet avis et c'est ce qu'on retrouve dans les faits. Hein. La plupart des projets où on met en place la dématérialisation et quand on a les supports papier qui sont les originaux, on a la conservation parallèle du papier. Hein. Souvent, l'analyse de risque montre que sur des documents importants, il vaut mieux conserver le papier. Donc après, on disait le zéro papier, c'est vrai qu'on veut y aller, mais il restera toujours le reliquat aussi, puisqu'on a des durées de conservation qui peuvent être parfois très longues. Après, il faut vraiment se poser la question de l'analyse du risque et aussi du retour sur investissement, d'une politique de numérisation, de reprise d'antériorité. On le fait souvent sur des documents qui sont encore courants, qui circulent sous format papier, mais en ce qui concerne les stocks en tant que tels, il faut vraiment se poser la question de numériser vraiment pour avoir un avantage dans l'activité, sachant qu'on va conserver forcément le papier en parallèle. Donc il y a vraiment une dimension économique aussi qui rentre en ligne de compte de ce point de vue-là. Moi j'aurais une analyse beaucoup plus tranchée. Je pense qu'effectivement, pour certains documents où les enjeux économiques sont importants, comme une assurance vie ou des choses comme ça, peut-être qu'il faut garder des originaux papier. Mais sinon, je vous pose une question. Que se passerait-il si je décide de faire numériser mon stock en Italie par un opérateur qualifié en archivage par substitution ? Puisqu'en Italie, ils ont pris la démarche à l'inverse de nous. C'est-à-dire qu'au lieu de partir de l'immatériel, ils sont partis de la démat papier à laquelle nous arrivons quasiment 20 ans après, qui est la numérisation fidèle pour obtenir une copie fiable. Eux sont partis de là. Et ils ont des opérateurs qualifiés IDAS qui font cette numérisation par substitution. Oui, mais l'entreprise française est encore soumise au droit français pour sa durée de conservation d'original. Oui, voilà. Mais est-ce que ce document-là, au sens de numériser par un opérateur qualifié européen au sens du règlement IDAS, en fait, ne conserve pas des originaux ? En fait, je n'ai pas encore, moi, de texte français qui me dit si tu as bien numérisé correctement le papier, tu peux t'en séparer. Sauf la facture. Oui. Pardon, oui. Mais après, je trouve que, moi, j'aimerais bien arriver à ça. Je trouve ça c'est dommage. Le sens de l'histoire quand même. Je trouve ça dommage qu'on n'ait pas pris la réforme du Code civil pour l'intégrer, par exemple. C'est vraiment dommage. Et effectivement, dans d'autres pays, on peut le faire. Et donc, je suis plus sur une analyse de risque. Et je préférerais un prestataire qualifié. Je suis d'accord aussi. Très bien, merci beaucoup. Merci aux intervenants pour la qualité et les efforts de pédagogie. Merci de votre attention et je vous souhaite une bonne suite de salon.